Et donc, c'est ça le comportement du FCC, le comportement de Janine Mabunda. Nous ne sommes plus dans la République bananière caractérisée par la République du Gondwana, de Maman, du Parlement du Rire. Nous sommes dans une République à démocratiser, qui se démocratise déjà, qu'aujourd'hui, avec fierté, nous pouvons dire que la RDC, n'est-ce pas, peut compter sur ses fils et filles de l'organe de la loi, de la justice, du pouvoir judiciaire, où le juge peut encore se comporter en toute indépendance, n'est-ce pas, interprétant les lois de la République dans la forme vraie, sans influence politique. Donc, dire que la messe est dite, il le savait bien avant, consiste à pouvoir nourrir, n'est-ce pas, cette déclaration, soit cet argument du procès politique. Donc, il veut, comme il voulait être toujours en union avec l'opinion, amener l'opinion à comprendre, à considérer que ce fut plutôt un procès politique qu'un procès pénal. Peut-être pas directement l'individu venir prendre un objet, déplacer l'objet, le soustraire de là où l'objet devrait se trouver, mais on voit quelqu'un qui y a joué d'une certaine manière un rôle quelconque, lui confié, n'est-ce pas, par rapport à la fonction que la personne occupe, par rapport à la responsabilité que la personne occupe dans la gestion des affaires de l'État, mais prendre cet objet et changer de direction, changer d'itinéraire. Croyez-le-moi, Jean-Marc Aboun siégeant dans les négociations entre CASH et FCC a la capacité d'amorcer une démarche allant à la déchéance de Janine Mabunda pour son remplacement. Cela est possible parce qu'il est coordonnateur des CASH. Janine Mabunda est nul dans les négociations entre CASH et FCC. Téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de nous recevoir chez vous dans notre émission Tribune de la Diaspora. Tribune de la Diaspora, c'est une émission de la Voix de la démocratie congolaise animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis le QCD. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement de Maine, c'est-à-dire un État d'ici aux États-Unis pour rencontrer un combattant toujours du nom de Mardoché Mbongi. Mardoché Mbongi, je dis ici que vous êtes un cadre de l'UDPS États-Unis d'Amérique et vous êtes aussi un juriste de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons discuter avec vous certains sujets qui nous préoccupent au pays. Bonjour, Monsieur Mardoché. Bonjour, Monsieur Don Kayembe. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez accordée. Ok, alors merci. Là, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Nous allons discuter de la situation en République démocratique du Congo. En votre qualité de juriste, je voudrais qu'on parle un tout petit peu du procès dit procès de 100 jours ou encore procès caméré qui se passe chez nous au Congo au 5e jour. Nous avons vu que la plaidoirie était conclue. Votre analyse en tant que professionnel du droit? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais avant d'abord de commencer à commenter le sujet mis sous l'examen ici dans cette émission, de préciser un tout petit peu, je suis dans l'État de Maine, dans la ville de Portland. Ça se trouve dans la partie nord des États-Unis d'Amérique, là où il fait un peu plus froid qu'ailleurs aux États-Unis d'Amérique. Alors, il y a 1 mois et demi que nous avions commencé à savourer l'ère d'été, qui est très bien d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas encore jusque-là, les gens ne sont pas encore dans l'ère aise juste à cause du fait que nous avons cette COVID-19 qui bat encore son plein. Revenir au sujet, l'affaire Caméré, l'affaire qui oppose Caméré à la République, qui se constitue un parti civil avec cette histoire des 100 jours. C'est un sujet parlant, c'est une question brillante, c'est vraiment une question qui à la fois divise un certain nombre de Congolais. C'est une question aussi qui essaie d'éveiller un peu plus la conscience de certains Congolais qui veulent du changement et avoir
le déroulé du procès, nous pouvons nous rendre compte que le procès avait une certaine dimension, la dimension pédagogique, devant, n'est-ce pas, montrer que les gouvernants ou soit les gestionnaires de demain doivent faire beaucoup plus d'attention à cause du fait que la justice d'aujourd'hui n'est pas pareille à la justice de demain. C'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs, peut-être, mais simplement à cause du fait qu'au sommet de l'État, il y a eu un changement et que celui qui est venu a la volonté d'instaurer un État de droit et une vraie démocratie, savoir qu'il n'y a pas de démocratie sans une justice valable. Et donc, il faut avoir une justice juste, équitable, une justice qui est basée sur des principes fondateurs de l'État de droit. C'est en ce moment-là qu'on peut avoir une démocratie valable. Voilà, en fait, comment et pourquoi le juge aujourd'hui, le magistrat, se comporte de manière à pouvoir affirmer l'indépendance de la justice et de jouer leur rôle tel que défini dans les attributions de leurs fonctions. Oui, Mardoché, vous avez suivi ensemble avec tout le monde au dernier jour de plaidoirie, vous avez vu le deux camps, c'est-à-dire le conseil de Caméré comme celui de Jamal qui ont clamé l'anticonstitutionnalité du tribunal. Un mot là-dessus. Bon, moi, je pense que les avocats de M. Caméré, ancien directeur des cabinets du chef de l'État, et donc les avocats de M. Jamal, l'homme d'affaires, qui a gagné, en tout cas, dans une unilatéralité totale, le marché des fournitures des maisons préfabriquées. Ces avocats n'étaient pas suffisamment éclairés, informés par leurs clients. À ce sens, je pourrais dire que leurs clients ne leur avaient pas dit toute la vérité sur l'affaire. À en croire la conclusion de Jamal, il semble être quelqu'un qui lui-même aussi n'était pas totalement aussi informé de la suite des événements par rapport au contrat qui lui a été accordé. Donc, lui, il connaissait une partie de la vérité des choses, une partie de vérité l'échappait complètement. Mais étant donné qu'il est très longtemps dans cette histoire de mafia qui ne dit pas son nom, c'est quelqu'un qui est rodé à la matière, donc il n'avait pas besoin de réfléchir des fois, sinon de se lancer. Du côté de M. Caméré, il n'a pas, je semble considérer qu'il n'a pas dit toute la vérité à ses avocats. C'est pourquoi les avocats ne s'étaient pas suffisamment outillés pour la défense. Donc, M. Caméré lui-même, lorsqu'il prenait la parole, vous vous rendrez compte qu'il avait suffisamment de la matière par rapport à la question mise sous examen, à la différence de ses avocats. Alors, dire que clamer l'inconstitutionnalité, truc machin, vous comprendrez que depuis le début de l'audience, des audiences, je peux dire même parce qu'on a commencé par les instructions, après que le ministère public ait conclu son instruction préjuridictionnelle qui a conclu à la saisine du tribunal qui constitue à partir de ce moment-là l'instruction même de l'affaire. Le juge, le tribunal a instruit pendant 3 à 4 audiences, mais vous vous rendrez compte que M. Caméré ne communiquait pas avec le tribunal, lui, il communiquait plutôt avec l'opinion. Il répétait beaucoup plus cette expression que je veux que l'opinion sache, je veux que l'opinion retienne. Et pourtant, l'instruction constitue une partie, en fait, une étape capitale d'un procès. Parce que c'est lors de l'instruction qu'il faut suffisamment fournir des pièces, fournir des informations devant permettre à ce que votre plaidoirie, en fait, lors de la plaidoirie, lors de l'audience proprement dite, vous n'ayez pas de difficulté à opposer votre argumentaire avec la partie accusatrice. Et donc, M. Caméré a raté le moment le plus important de cette audience où il n'a pas été suffisamment coopératif avec le tribunal lors de l'instruction et il se trouve être comme quelqu'un qui
qui voulait avoir un peu plus de temps lors de la plaidoirie proprement dite, parce qu'il disait, lors de sa conclusion, il disait au juge, vous comprenez que M. Caméré n'acceptait pas les 10 minutes lui imparties pour conclure, il voulait un peu plus, jusqu'à finalement, il a convaincu le juge à lui accorder un peu plus que 10 minutes, il en a obtenu 17 minutes, si bien qu'il avait consommé aussi plus que cela, comme dans ses habitudes. Alors, M. Caméré, finalement, il dit au juge que si ces procès ne pouvaient pas s'arrêter comme ceci, il a fallu qu'il y ait encore un peu plus de 2 ou 3 autres audiences pour lui permettre de communiquer suffisamment. Donc, vous comprenez qu'il s'est rendu compte que toutes les manœuvres dilatoires qu'il avait à se chamailler avec le ministère public, à pouvoir tergiverser, à pouvoir se comporter comme un extra-citoyen lors des instructions, leur ont causé du tort, alors que l'irréparable était déjà consommé, il ne pouvait que faire avec. Et il tire vite lui-même les conclusions, il se condamne lui-même avant le prononcé du jugement, avant que le verdict ne tombe, que je savais et j'avais demandé à mon épouse de préparer les enfants. Donc, vous comprenez qu'il cautionne à ce moment-là. Il n'a pas besoin d'aller outre chemin, sinon que d'accepter le verdict qui lui sera opposé, sauf que le droit lui confère le droit, le privilège, n'est-ce pas, le pouvoir d'initier le recours dans différents échelons selon l'ordre juridictionnel afin de pouvoir contester le verdict qui sortira du prononcé du 20 juin. Est-ce que quand il a dit, pour vous prendre au mot, le terme qu'il a dit exactement, il dit la messe est dite. Est-ce qu'une façon de reconnaître tacitement que voilà, j'ai été pris la main dans le sac? Je ne pense pas de cette manière-là. Moi, plutôt, parce qu'à un certain moment, M. Caméré avait clamé l'intention, ou soit le procès prenait une allure politique plutôt qu'être un procès pénal. Donc, dire que la messe est dite, il le savait bien avant, consiste à pouvoir nourrir, n'est-ce pas, cette déclaration, soit cet argument du procès politique. Donc, il veut, comme il voulait être toujours en union avec l'opinion, amener l'opinion à comprendre, à considérer que ce fut plutôt un procès politique qu'un procès pénal, selon que les accusations étaient portées par le ministère public. Donc, dire que la messe est dite ou était dite déjà bien avant, M. Caméré s'était déjà dessiné certaines conclusions dans sa tête à partir du moment où il a été invité en justice. Vous savez, il y a aussi la question de parler un peu moralité, comme le disait Maître Kalouba, le professeur Kalouba. Il dit qu'on ne juge pas les papiers, on juge la personne. Ça veut dire qu'à partir du comportement de la personne, on peut déjà, le juge, lui, qui s'appuie sur son intime conviction, pourrait déjà se fonder une conviction si oui ou non, cette personne, les infractions mises à sa charge sont établies. Parce que M. Caméré se comportait tout au long des instructions jusqu'à la plaidoirie comme une personne tierce au procès. Il ne s'est pas comporté comme étant le suspect poursuivi, comme étant la personne sur qui pèse, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme soupçon et accusation. Non, lui, il s'est posé comme quelqu'un qui venait, n'est-ce pas, comme il le disait lui-même, il avait prétention de dire qu'on n'est pas venu à miser la galerie, et pourtant, il misait la galerie, si vous constatez son comportement. Alors que la surprise pour lui n'allait pas être démise parce que, sachant bien qu'il était déjà dans une démarche compromettante, une démarche qui ne lui permettait pas de sortir propre, si bien que le verdict peut dire le contraire, parce que le prononcé du jugement, selon qu'il soit positif ou négatif, je dirais, condamner le suspect ou le blanchir, et dépendra, n'est-ce pas, de tous les éléments, toutes les pièces versées dans la confrontation des parties au cours du procès.
Le procès s'est passé jusque-là en 5 phases et l'opinion. Donc, il y a 2 phases ici que je voudrais évoquer et vous allez développer les 2. La conclusion de l'opinion est qu'il n'y avait pas de preuves matérielles que Kamere vraiment a chippé l'argent pour parler de détournement. De 2, il y a l'autre groupe qui dit que Kamere est un détourneur intelligent et que les preuves qu'on a données par le ministère public, ça prouve éloquemment que Kamere a contribué à détourner cet argent. Quelle est votre analyse de 2 côtés? Bon, l'opinion retiendra ce qu'elle retiendra. Les commentateurs diront ce qu'ils pourront dire par rapport à leur point de vue, par rapport à la perception qu'ils ont eue de cette affaire. Mais vous savez, le procès tel que déroulé, ou soit les accusations portées contre M. Vital Kamere, ne consistaient pas ici à montrer noir sur blanc comme ça avec les traces, le numéro des billets des banques qui auraient été détournés. Mais ici, il s'agit du détournement, ce qui est carrément différent du vol. Lorsqu'on parle du vol, on vient beaucoup plus avec des preuves matérielles directes parce qu'on peut identifier facilement le bien volé. Mais lorsqu'il s'agit du détournement, dans le détournement, on ne voit peut-être pas directement l'individu venir prendre un objet, déplacer l'objet, le soustraire de là où l'objet devrait se trouver, mais on voit quelqu'un qui y a joué d'une certaine manière un rôle quelconque, lui confié, n'est-ce pas, par rapport à la fonction que la personne occupe, par rapport à la responsabilité que la personne occupe dans la gestion des affaires de l'État, mais prendre cet objet et changer de direction, changer d'itinéraire. Ça peut être une définition simple pour comprendre ça, pour que le commun des mortels ne puisse pas chercher des interprétations techniques. Ici, lorsqu'on démontre que le fonds alloué aux travaux de 100 jours, qui devrait être logé dans tel compte, néanmoins, ces frais-là n'étaient pas logés dans ces comptes parce que les frais ont été logés dans un autre compte, ceci traduit carrément le détournement. Et lorsqu'on démontre que l'objet pour lequel l'argent était sorti n'a pas été atteint, vous comprenez par là, il y a abus. Et lorsqu'on parle par exemple de l'inexécution dans les délais, vous comprenez par là que l'argent qui était sorti pour les travaux ont pris une autre tangente, de retirer du compte dont il était logé vers un compte privé de Sami Jamal qui va finalement se retrouver plus tard dans un autre compte à Beyrouth, au Liban, et que à partir de ce moment-là, l'acteur principal qui avait cédé le marché à Sami Jamal se trouve être bénéficiaire de beaucoup de biens dans une période très record. Lui-même, ses cousins, son épouse, ses enfants, en fait, ses belles filles, vous voyez, vous comprenez par là que cet enrichissement direct que le professeur, l'avocat de la République, Dieudonné Kalouba, semblait dire que c'est une bénédiction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit néanmoins dans l'ordre, pas dans le désordre. Ceci explique qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Alors, faut-il que le ministère public vienne encore expliquer quelle était la source des financements de M. Kamere et pratiquement toute sa famille? Non. Le ministère public constate que quelqu'un s'est enrichi brutalement et brusquement. Et il trouve que le fonds de l'État alloué à des travaux bien définis les travaux n'ont pas été réalisés et que cette personne-là avait joué un rôle capital d'instruire à ce que l'argent soit débloqué dans une procédure d'urgence. Maintenant, il établit les liens comme une toile d'araignée. Il établit les liens. Maintenant, c'est ici à M. Kamere de justifier son enrichissement pour ne pas casser, la route à la conclusion telle que son enrichissement serait issu des faveurs qu'il a rendues à M. Sami Jamal pour qu'enfin M. Sami Jamal lui retourne l'ascenseur.
tel ça s'est fait chez nous. Le président de la République, même dans une interview à l'international, il avait dit qu'il y a des pratiques de rétrocommission qui traduit, n'est-ce pas, la corruption, mais cela, au cours du temps, est devenu presque normal dans le quotidien des Congolais à cause de l'impunité. Et on appelle ça COP. Et on appelle ça généralement COP, un terme générique développé par les Congolais, que les diminutifs de coopération, mais d'une façon donnée acceptable par les infracteurs communs. C'est ça. Alors, Mardoché, restons un tout petit peu là, parce qu'avant qu'on avance sur le deuxième point. Est-ce que vous voyez dans cette affaire, si vraiment il y a sincérité, l'ancien ministre de l'économie et le directeur de Banque centrale du Congo être impliqués dans cette magouille? Oui, vous savez, dans la définition du crime, on voit le criminel et toute personne ayant concouru à la perpétration de l'acte criminel qu'on reproche. Et donc, le détournement ne peut pas être quelque chose fait par une seule personne parce que c'est tout un circuit qu'il faut enclencher, qu'il faut mettre en mouvement. Alors, toute personne qui a joué un rôle quelconque dans la facilitation de la réalisation de cet acte ignoble, n'est-ce pas, partage une partie, une responsabilité de sanctions qui seront allouées aux détourneurs. Alors, il y a des gens qui ont agi pas pour contribuer à la commission de l'infraction, mais qui se sont acquittés de leurs tâches liées à leurs fonctions. Ces gens-là ne sont pas liés à la démarche qui a conduit à la commission de cette infraction. Mais les personnes qui ont concouru, par exemple, le monsieur Mouyima qui a joué un rôle dans l'affectation des fonds décaissés pour les travaux des 100 jours. Les autres là, l'expert du Google, le consultant de Silicon Valley, Justin Caméré, lui qui était expert d'identification des entreprises via Google, alors qu'en RDC, l'histoire d'adresse et de répartition territoriale n'est pas encore bien faite parce qu'il n'y a pas de zip code pour chaque quartier, pour chaque avenue, pour chaque ville. Et donc, c'est difficile, n'est-ce pas, d'identifier les adresses au travers de Google, sinon certaines adresses phares. Alors, lui qui, Kinshasa, une petite ville qu'on peut circuler à pied dans une journée, alors avec tous les moyens de l'État qu'ils ont, les moyens de locomotion et consorts et les moyens de communication, il n'a pas mis ça en exergue, il va plutôt utiliser l'Internet, qui est, n'est-ce pas, un autre moyen de communication, mais lesquels aujourd'hui au Congo, la cybercriminalité bat encore son plein, qu'il y a difficulté de pouvoir approuver effectivement, si pas par des moyens physiques, l'existence de telle ou telle autre adresse relativement en ce qui concerne les entreprises, les entités, les organisations, ainsi de suite. Donc, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, il y avait un arsenal qui était mis en place pour pouvoir faciliter les opérations constituant cette infraction du détournement. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure là le gouverneur de la Banque centrale. Le tribunal va apprécier le rôle joué par le directeur de la Banque centrale. Si le rôle joué consistait à pouvoir faciliter les détournements, il aura pour son compte aussi. Mais si le rôle joué par celui-ci consistait à pouvoir exécuter selon les tâches de ses fonctions, alors il sera quitte. Mais là où je doute fort qu'il sera quitte, c'est que l'argent décaissé en procédure d'urgence a été puisé dans le réserve d'échange. Correct. Ah, ça, c'est pas quelque chose à lorgner. Hein. C'est que l'argent tiré dans le réserve d'échange étant décaissé a eu pour conséquence logique aujourd'hui l'inflation qui fait que les devises étrangères grimpent et il y a dévaluation de notre monnaie et le pouvoir d'achat s'est vu encore rabattu au niveau où
tout le monde le sent. Même ceux qui sont dans l'économie informelle le sentent. Vous comprenez que ça, c'est vraiment une perturbation de l'ordre social qui est le juge, le tribunal tirera de conséquences. Tout à fait. Alors, non, c'est très bien. Merci de cette analyse vraiment très pertinente. Nous passons à un autre choc de la semaine. C'est la guerre entre le Conseil d'État et le Parlement. Donc, on a vu le cas de la vice-présidence du Parlement qui était attribuée à l'UDPS et occupée par Jean-Marc Kabound, qui a été limogé de la manière dont nous connaissons. Il a porté plainte. Il y a deux volets de questions ici. Il porte plainte pour qu'il soit rétabli dans ce droit. Et entre-temps, l'UDPS s'est réunie sous l'égide du président de la République comme autorité morale et a désigné une personne qui devrait le remplacer comme candidat à ce poste-là, mardi. Oui, l'imbroglio entretenu par la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et son comportement à ne pas respecter les autres institutions de la République, se faisant croire qu'ayant la majorité dans le Parlement, ça suffit pour marcher dessus les lois de la République, consiste à traduire, n'est-ce pas, l'immoralité qui avait caractérisé le régime passé avec ses acteurs. Jeannine Mabunda, étant saisie par le Conseil d'État, devrait obtempérer à la décision de l'organe, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire. Parce que, d'abord, le vote qui a conduit à la déchéance de Jean-Marc Kabound était fait dans toute illégalité parce que l'initiateur de la pétition était interpellé en justice parce qu'il fallait, à partir de ce moment-là, qu'il ait été interpellé, démontrer le contraire par rapport aux accusations de l'honorable Mpiana, qu'il a accusé d'avoir utilisé sa signature, donc usurpé sa signature à son insu. Et donc, étant mis en cause l'initiateur de la pétition, cela met aussi en cause la crédibilité de la pétition elle-même. Donc, l'Assemblée nationale étant l'institution devant voter les lois de la République, devrait obtempérer aux lois de la République. Et si l'Assemblée nationale est passée outre, ceci explique, n'est-ce pas, le comportement des délinquants. C'est être une personne sans remords ni scrupules, sans foi ni loi, que de pouvoir marcher sur les lois de la République lorsqu'on est imparti une certaine parcelle du pouvoir public, à pouvoir, n'est-ce pas, agir au nom et pour le compte de la République. Cela étant, Jeannine Mabunda fonce. Jean-Marc Kabound étant mécontent de la décision vu la violation de la procédure, il saisit le Conseil d'État qui est la juridiction appropriée en la matière. Le Conseil d'État a connu la participation de l'Assemblée nationale représentée par les avocats du bureau de l'Assemblée nationale dont Jeannine Mabunda avait lui-même sollicité. Il s'agit de Maître Njoli, le professeur Njoli, et qui est aussi l'un des constitutionnalistes. Ça censé être, n'est-ce pas, en avant-plan pour faire comprendre à Madame Mabunda, le licencié, lui, le professeur qui est docteur en droit, que nous devrions obtempérer à la décision du Conseil d'État en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce, parce que la Cour constitutionnelle a été aussi saisie pour la même cause. Alors, Jeannine Mabunda, en fait, elle s'en fout, elle marche dessus, la décision du Conseil d'État décide de pouvoir siéger, n'est-ce pas, pour organiser l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kabound. Une élection devant être sursis en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État, vous devrez, tel qu'il en avait fait, faire respecter l'autorité de l'État par le respect plutôt de la décision de justice prise par lui pour que Jeannine Mabunda, n'est-ce pas, fléchisse. C'est ainsi que le Conseil avait saisi la police pour que la police puisse mettre de l'ordre. L'ordre ici consiste à ne pas siéger en la matière
pour cette question-là jusqu'à ce que l'issue finale sorte de la Cour constitutionnelle. Ceci étant fait, Janine Mabunda a échoué dans sa démarche. Elle a goûté à l'état des droits qu'elle ignorait jusque-là. Et voilà que Janine Mabunda a, n'est-ce pas, reporté son élection en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Ceci veut dire qu'elle a fini à obtempérer, justement parce que la loi s'est fait respecter par les agents de l'ordre qui sont les policiers, étant sollicités cette fois-là par le Conseil d'État. OK, à ce niveau-là, si vous avez cité le professeur Joly, vous avez cité Mabunda, eux, ils ont plutôt brandi la raison des séparations de pouvoir. Il y a empiètement, justement, du Conseil d'État dans une autre institution qui est le Parlement, qui doit vaguer librement à ses occupations. Oui, comme elle disait elle-même, n'est pas juriste qui veut. Et il ne faut pas jeter en pâture le loi de la République lorsqu'elle essayait de taquiner le chef de l'État dans l'illusion perdue complètement. Janine Mabunda elle-même s'est retrouvée être en face, n'est-ce pas, de la bêtise qu'elle estimait reprocher au président de la République. La séparation, le principe de séparation du pouvoir ne consacre pas l'anarchie. Le principe de la séparation du pouvoir consiste, n'est-ce pas, à permettre à ce que les institutions de la République, c'est pour, en fait, en anglais, on dit un terme intertwine. Ça veut dire que ça puisse marcher pas de façon funambule, mais de façon à faciliter, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'État proprement dit. Ce sont des instruments qui chacun joue son rôle afin qu'à la fin du jeu, ça puisse donner un son concordant. Mais lorsque Jean-Marc Abound saisit le Conseil d'État et que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale est interpellé, Janine Mabunda, elle accepte de se présenter devant le Conseil d'État, elle envoie ses avocats. Ça veut dire que Janine Mabunda reconnaît l'autorité du Conseil de l'État relativement à cette matière. Mais lorsque le Conseil d'État prend une décision qui va à l'encontre de ses attentes, Janine Mabunda considère que le Conseil d'État, n'est-ce pas, marche sur l'institution Assemblée nationale. Cette compréhension, elle est propre à Paka-Djouma. C'est une compréhension, je m'excuse, les compatriotes de Paka-Djouma ne sont pas à négliger ici, mais je parle, n'est-ce pas, d'un endroit où il y a absence de l'État et donc chacun fait sa loi. Donc, Janine Mabunda veut avoir un comportement isolé, lequel comportement le permettant d'agir au bon gré de ses sentiments ou de ses convictions politiques ou de l'impulsion, n'est-ce pas, du regroupement politique auquel elle appartient. Et donc, lorsque les décisions vont en sa défaveur, elle remet en cause, n'est-ce pas, la légalité, l'existence de l'organe devant décider sur la matière qui était portée devant elle. Et lorsque la décision est en sa faveur, Janine Mabunda baigne comme un poisson dans l'eau. Vous comprenez? La politique de déploiement de mesures qui était, n'est-ce pas, au cœur de leur gestion est encore en train de manifester son inertie dans le comportement de Janine Mabunda. Parce que vous savez, lorsque vous conduisez un véhicule moteur et qu'à un certain moment, vous roulez à plat, vous décidez de ne plus accélérer, le moteur va garder dans les quelques minutes, selon la vitesse qui était engagée, ce qu'on appelle l'inertie. Le passager à bord ne se rendra pas compte que, n'est-ce pas, votre moteur, le chauffeur a cessé d'accélérer, selon que plus tard, ils vont constater qu'il y a un ralentissement progressif. C'est en ce moment-là qu'ils se rendront compte effectivement que vous n'accélériez plus. Et donc, c'est ça le comportement du FCC, le comportement de Janine Mabunda. Nous ne sommes plus dans la République bananière caractérisée par la République du Gondwana, des Maman, du Parlement du Rire. Nous sommes dans une République à démocratiser, qui se démocratise déjà, qu'aujourd'hui, avec fierté, nous pouvons dire que la RDC, n'est-ce pas, peut compter sur ses fils et filles de l'organe de la loi, de la justice, du pouvoir judiciaire,
où le juge peut encore se comporter en toute indépendance, n'est-ce pas, interprétant les lois de la République dans la forme vraie, sans influence politique, où nous allons voir un ministère public infatigable, poursuivant, n'est-ce pas, sa démarche à pouvoir rétablir l'ordre public perturbé, où nous pouvons voir le greffier, la greffière, je salue la greffière du procès Caméré, qui peut arriver à prendre note d'un procès de 12 heures du temps et faire une restitution complète, alors qu'elle travaille de façon manuelle, elle utilise ses mains pour prendre note. Vous voyez cette république de dévotion où les fils et filles s'engagent à pouvoir mener à bon point la démarche vers le changement. La justice comme telle ne peut qu'être soutenue. Alors, si les acteurs devant ne sont pas aider cette justice à pouvoir s'affirmer pour être le pilon, le jalon sur lequel va être construit l'avenir de demain, ces animateurs-là des institutions ne sont qu'à rejeter. Donc, le comportement de Janine Mabunda n'est pas un comportement à isoler de manière qu'elle l'isole elle-même. C'est un comportement aujourd'hui à mettre au cœur du débat pour que le peuple puisse initier des actions allant dans le sens de neutraliser ces comportements afin que la rébellion qui se constate dans le comportement de cette dame puisse, n'est-ce pas, trouver son refuge dans la calmie qui va être imposée par, n'est-ce pas, la raison. Nous allons terminer par l'approbation de l'UDPS pour le remplacement de Jean-Marc Abound au poste du premier vice-président de l'Assemblée, en choisissant une vaillante combattante de nos DCA. Est-ce que vous voyez que l'organe UDPS, avec ses dirigeants, ont accepté que Jean-Marc Abound soit destitué? Oui, au fait, l'UDPS en tant qu'organisation politique, en tant que parti politique, l'UDPS ne devrait pas se comporter outre ce qu'on peut attendre d'elle, parce que Jean-Marc Abound étant destitué du Parlement, l'UDPS étant numériquement faible face au FCC qui a connu l'appui de la MOCA, alors l'UDPS ne devait qu'obtempérer. Jean-Marc Abound étant destitué, l'UDPS a tiré des conséquences, l'UDPS a constaté avec tous les regrets possibles, mais n'ayant pas le pouvoir sur le plan politique au niveau de l'Assemblée nationale, force est de regretter que son chiffre étant faible face au FCC, l'UDPS devrait, tel qu'elle l'a fait, choisir le remplaçant de Jean-Marc Abound et le soumettre à l'appréciation de députés du FCC, la MOCA et du CACH pouvant apprécier si oui, celle-là convient en lieu et place de Jean-Marc Abound. L'UDPS n'est pas allé contre Jean-Marc Abound, mais l'UDPS est allé dans le respect, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée nationale qui, du reste, ayant destitué un membre, vu que les arrangements étaient faits que ces postes-là soient confiés à l'UDPS, donc l'UDPS a choisi un remplaçant. Mais hélas, Jean-Marc Abound étant évincé, Jean-Marc Abound étant choqué, Jean-Marc Abound ayant constaté qu'il a été victime du comportement de l'Assemblée, en fait, de certains camarades de l'Assemblée nationale, de ses collègues, Jean-Marc Abound étant victime du complot de Janine Mabunda, comme lui-même l'a dit, vu l'accélération, la célérité et l'implication totale de Janine Mabunda à pouvoir faire à fonctionner cette entreprise allant à la déchéance de Jean-Marc Abound, Jean-Marc Abound a décidé de pouvoir porter cette affaire devant les juridictions compétentes pour éclairer, n'est-ce pas, la démarche allant à sa déchéance. Si les juridictions compétentes trouvent qu'effectivement Jean-Marc Abound mérite le sort qui est le sien, Jean-Marc Abound va obtempérer et l'UDPS, qui est dans une démarche du remplacement de Jean-Marc Abound, n'aura pas regretté à initier cette action allant au remplacement de Jean-Marc Abound. Mais si Jean-Marc Abound est rétabli dans ses droits
et que la procédure initiée par l'Assemblée nationale était en totale violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution et de toutes les lois de la République, Jean-Marc Aboun est ipso facto obligé de regagner son poste à l'Assemblée nationale et de siéger. À ce moment-là, l'IDPS va retirer, parce que d'ailleurs, il ne va pas retirer. L'Assemblée nationale le bureau de l'Assemblée doit constater la nullité de la candidature, dépôt de la candidature de Mme Seya, proposée par l'UDPS. Parce qu'en ce moment-là, Jean-Marc Aboun étant réhabilité, il y a une existence de la démarche allant à son remplacement. Donc voilà, si on peut faire cette lecture à chaud, vous comprenez que l'UDPS, étant une machine politique avérée, étant un animal politique averti, savait que Jean-Marc Aboun constituant un frein par rapport à certaines initiatives de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, gênant, n'est-ce pas, l'équipe du bureau ayant été déchue, l'Assemblée nationale voudra à ce que l'IDPS remplace quelqu'un d'autre qui initiera d'une certaine manière un conflit interne à l'IDPS qui va intensifier les conflits qui existent déjà dans l'IDPS. L'IDPS a préféré mettre le bureau de l'Assemblée nationale sous une équation au second degré. Alors, cette équation consiste à la fois considérer la démarche de Jean-Marc Aboun qui le terme anglais, on dit freeze, ça veut dire qu'en français, ça m'échappe un peu. Oui, qui gèle, n'est-ce pas, la démarche de l'Assemblée nationale à pouvoir remplacer Jean-Marc Aboun. Et donc, l'IDPS se conformant, n'est-ce pas, au prescrit du règlement intérieur de l'Assemblée nationale soumettant une candidature au remplacement de Jean-Marc Aboun, laisse à l'Assemblée nationale d'apprécier si oui, elle va respecter les lois de la République ou elle violera les lois de la République. En ce moment-là, les juridictions compétentes mises en musique dans cette affaire vont trancher l'affaire. Et vous vous rendrez compte, si Janine Mabunda ne fait pas attention et que la décision de la Cour suprême vient en faveur de Jean-Marc Aboun, c'est sa peau, n'est-ce pas, qui va être négociée après le rétablissement de Jean-Marc Aboun dans sa fonction. Mais moi, je crois que Jean-Marc Aboun, avec la maturité avec laquelle il en sortira dans cette expérience burlesque, Jean-Marc Aboun finira par déposer sa démission pour permettre à ce que son remplaçant, voulu par l'UDPS, puisse prendre sa place. Mais cela enclenchera une démarche allant à la chute de Jean-Marc Aboun. Et croyez-le-moi, Jean-Marc Aboun siégeant dans les négociations entre CASH et FCC a la capacité d'amorcer une démarche allant à la déchéance de Janine Mabunda pour son remplacement. Cela est possible parce qu'il est coordonnateur des CASH. Janine Mabunda est nul dans les négociations entre CASH et FCC. Oui, c'est vraiment un bon raisonnement. Alors, Mardoché, le temps nous imparti est pratiquement terminé, mais je ne peux pas vous laisser passer avant que je ne vous donne cette autorité personnelle de vous poser vous-même une question et d'y répondre si vous avez quelque chose que vous vouliez qu'on en parle, mais je ne vous ai pas posé la question là-dessus. Oui, ayant exploré un peu l'actualité, on ne passera outre sans pour autant jeter un coup d'œil sur le dossier Covid. Je voudrais ici que nous nous posions la question sur l'existence de Covid ou non en République démocratique du Congo. Et si ma question est acceptée, on peut déjà connaître le fond de l'affaire. Allez-y. Merci beaucoup. Et l'existence, oui ou non, de Covid en RDC, de la Covid-19 en RDC, devra nous imposer à répondre d'urgence, oui, Covid-19 existe en RDC. Étant donné que la Covid-19 existe dans beaucoup de pays du monde, voire même les États-Unis d'Amérique, dont le soin de santé est tellement évolué tel que vous le savez, moi-même qui vous parle ici, il y a 1 mois et demi passé, j'étais victime de cette Covid-19. J'en ai souffert ici 3 semaines durant dans ma maison, alors que j'ai travaillé en ce moment-là dans un laboratoire médical, pas comme scientifique, comme médical, mais c'est un laboratoire médical. J'ai bénéficié d'un arsenal important
d'équipements de protection, malheureusement, la COVID-19 ne m'a pas laissé échapper. Si tel est le cas, à combien plus forte raison la RDC, donc, qui est encore dans une situation de porosité des frontières où n'importe qui peut entrer n'importe comment, ça c'est le résultat de la gestion du régime passé, lesquels résultat, le chef de l'État aujourd'hui mène des efforts pour changer, n'est-ce pas, le paradigme afin que ces frontières ne puissent plus connaître cette porosité actuelle. La COVID-19 ne peut qu'élire domicile en RDC. Cela étant, nous constatons le nombre de morts importants au niveau de la présidence, étant donné que le chef de l'État en cette période était dans multiples mouvements allant chercher des partenariats pour aider la République à s'assouvir de ses maux, et que le docteur Mouyembe, qui est spécialiste et virologue, qui est l'initiateur de l'INRB, l'INRB que vous voyez là, c'est lui qui a initié ça en 1975. Donc en 1975, s'il a initié, il n'en était pas directeur, c'est à peine qu'il est devenu le directeur de l'INRB. Alors, ayant l'expérience en cette matière, a pris le contrôle de la riposte, nous donne des rapports tels qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 4000 personnes infectées, si bien qu'à encourager, il y a de rétablissement. Il est impérieux que nous tous, nous considérions qu'il y a une nécessité de pouvoir appliquer les mesures barrières et de lutter efficacement contre cette COVID, car cette pandémie, si nous ne faisons pas attention, avec les difficultés que notre pays connaît aujourd'hui, Kinshasa pratiquement, où tous les gouverneurs qui y passent ne viennent qu'avec des slogans du genre Kini Bopeto, Kini Propre, et ainsi de suite, qui du reste finissent par être une grande pétaudière permettant à ce qu'ils s'enrichissent eux-mêmes avec leurs comparses. Kinshasa va exploser dans cette pandémie et nous allons pleurer beaucoup plus que l'Italie, beaucoup plus que les États d'Amérique. Sachant que l'Italie avait négligé au départ cette Covid, l'Italie a pleuré et l'Italie s'est agenouillée pour implorer la grâce de Dieu. Les États d'Amérique, pareil. Alors, si Kinshasa, en tout cas ici, je m'adresse particulièrement et directement à mes compatriotes, qu'ils soient qui supportent les caches, les FCC, la Mouka, qu'ils oublient toutes ces histoires-là, qu'ils considèrent qu'ils sont citoyens congolais, qu'ils ont le même droit que quiconque occupe une charge donnée, qu'ils oublient que la COVID-19 est une aventure du docteur Kayembe, comme je l'entends par d'autres personnes, qu'ils considèrent qu'effectivement, comme le VIH-Sida, comme la tuberculose, comme la poliomyélite et autres maladies, la COVID-19 a élu domicile en RDC. Et l'engagement de nous tous est requis pour permettre à ce que nous puissions bouter hors camp cette COVID. C'est ce qui me monte à cœur, c'est ce qui me fait fondre en larmes parce que, étant rescapé de cette maladie, je m'imagine un seul instant Kinshasa avec le manque d'infrastructures, quelles en sera les conséquences si les compatriotes ne font pas attention à cette pandémie dangereuse, mortelle. Grand merci, Merdoché. Nous sommes très heureux et nous croyons sincèrement que le message est passé. Et puis, nous espérons que vous serez une ressource pour cette télévision où nous parlons aux Congolais chaque samedi dans l'émission que nous appelons Tribune de la Diaspora, puisque tout le monde est branché sur l'Internet pour écouter les politiques au Congo, oubliant que nous avons aussi une pierre à ajouter pour la reconstruction de notre pays et surtout dans ce cas-là, sur le point intellectuel éduqué, puisque nous envoyons l'argent, mais notre voix doit se faire écouter aussi. Merci beaucoup, Merdoché, et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Don Kayembe. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait à pouvoir passer sur cette chaîne la plus suivie, la VDC. En tout cas, je vous en suis très reconnaissant. Merci et à la prochaine. Je vous en prie. Bien, merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous croyons que cette émission vous a beaucoup édifié avec notre confrère Mardoché. Celui-ci est juriste et aussi il est impliqué dans le système médical ici aux États-Unis. Il a parlé du point de vue juridique, nous l'avons bien suivi. Il a parlé du point de vue
médical vers la fin pour parler des Covid qui est une réalité. Quand nous voyons ce qui se passe au Congo, ça nous fait très mal. Quand vous voyez les gens qui ont des masques qu'ils appellent cache-nez, quand ils veulent parler, bien qu'ils sont côte à côte, ils enlèvent ça et se parlent. C'est alors que les gouttelettes là, de salive peuvent s'échanger et ça entre dans le nez. C'est une maladie respiratoire. Donc, ça entre dans le nez et ça va t'affecter dans le poumon. C'est là où ça devient très sérieux. Donc, Merdoche, merci beaucoup. Là, nous disons maintenant merci à Pascal Tamboué, notre informaticien technicien depuis la Grèce. Nous disons merci à Raphaël Chamanga, qui est notre directeur chef d'antenne de la VDC à Kinshasa, en RDC. Nous disons merci à Théodore Bakatula, qui est le grand caméraman à Kinshasa. Nous disons aussi merci à maman Adrienne Mayunga, qui est notre téléspectateur à Kinshasa. Merci donc à tout le monde. Nous passons à José Kapajika, la VDC Kinshasa, pour les images que vous nous envoyez. Merci beaucoup. C'était donc AMB depuis New York City sur la voie de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Et à la prochaine dans votre tribune de la diaspora hebdomadaire.